Alors, un jeu à très haut risque est en train de se jouer au Moyen-Orient. On va décortiquer ensemble comment les ambitions nucléaires de l'Iran, mais aussi un changement radical de pouvoir en interne, pourraient bien déclencher des ondes de choc à travers le monde entier. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse d'experts de tout premier plan. Voilà, ne pas laisser le génie sortir de la bouteille. Cet avertissement, il est signé Hadi Daloul, un expert, et il résume tout. C'est l'idée d'un conflit qui, une fois qu'il est lancé, eh bien, plus personne ne peut le maîtriser. Personne. Bon, pour vraiment comprendre cette crise, la première chose à faire, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur même de l'Iran. Parce que là-bas, un changement de pouvoir assez spectaculaire a complètement rebattu les cartes. Et voilà le cœur du problème. D'un côté, on avait les diplomates, qui sont maintenant complètement sur la touche. De l'autre, les militaires purs et durs, les gardiens de la révolution, qui ont pris le contrôle total des opérations. C'est un changement radical. La diplomatie est mise de côté, et c'est la ligne dure, motivée par l'idéologie et la vengeance, qui est seule aux commandes. Alors, pourquoi ce changement? Pourquoi écarter les diplomates? Eh bien, ce n'est pas juste une question de stratégie. Pour les commandants des gardiens de la Révolution, la diplomatie s'est vue comme une faiblesse, une source de fuite. Ils ont une méfiance quasi pathologique envers tout le monde, y compris leur propre aile politique. Leur vision est simple et brutale. En temps de guerre, le secret est absolu, et seule la force militaire compte. Point. Et bien sûr, avec des militaires de cette trempe seuls aux commandes, une question qui semblait lointaine, presque théorique, devient tout à coup très, très concrète, et franchement terrifiante. La grande question, évidemment, c'est la menace nucléaire. Est-elle réelle? Et la réponse de l'expert est complexe. Oui, elle est réelle, mais pas forcément comme on l'imagine. Le danger, il n'est pas seulement dans une grosse bombe atomique classique. C'est bien plus subtil, bien plus immédiat, et ça se présente sous plusieurs formes. Regardons comment ça se décompose. D'abord, l'enrichissement. L'Iran est à 60%, ce qui est dangereusement proche des 90% nécessaires pour une arme de qualité militaire. Mais techniquement, à 60%, on peut déjà fabriquer quelque chose. Ensuite, il y a la capacité de faire ce qu'on appelle une bombe sale. On y reviendra. Et enfin, le troisième élément, peut-être le plus inquiétant, la présence d'experts nord-coréens à Téhéran. C'est eux qui apportent le savoir-faire. C'est la pièce du puzzle qui transforme une capacité technique en une menace bien réelle. Alors, c'est quoi exactement une bombe sale? Ce n'est pas une bombe atomique qui fait un champignon nucléaire, non, non. C'est bien plus pervers. On prend des explosifs classiques et on les mélange avec des déchets radioactifs. Le but? Pas de tout détruire, mais de tout contaminer, de rendre une zone entière, une ville, inhabitable pour des décennies. C'est une arme de terreur psychologique, conçue pour créer la panique et paralyser une société. Et le rôle de ces experts nord-coréens, il est absolument crucial. Ces gens-là sont des maîtres en armes de destruction massive. Mais attention, ils ne sont pas juste des consultants. L'Iran devient pour eux un terrain d'essai en conditions réelles. Ils testent leurs concepts d'armes contre du matériel américain et israélien et récupèrent toutes les données de combat, gratuitement. C'est une alliance où la Corée du Nord gagne une expérience inestimable sur le dos de l'Iran. Et c'est là qu'on touche au risque le plus fou, le plus incontrôlable. Avec une bombe classique, on sait à peu près où les dégâts s'arrêtent. Mais avec une arme nucléaire ou une bombe sale, c'est une autre histoire. Les retombées radioactives, elles, sont impossibles à prévoir. Le vent, la météo, tout peut changer. Un nuage radioactif pourrait très bien dériver et retomber sur l'Iran lui-même ou sur les pays voisins. C'est une roulette russe à l'échelle d'une région entière. L'expert est formel et sa phrase est sans appel. Je défie n'importe quel physicien de déterminer la propagation. C'est ce qu'il appelle du 7e niveau des impossibilités. En clair, utiliser une telle arme, c'est potentiellement un suicide. Un acte qui pourrait dévaster celui qui l'utilise autant que sa cible. Maintenant, voyons la deuxième onde de choc, l'impact sur tout l'échiquier régional. Parce que cette nouvelle posture de l'Iran est en train de tout chambouler, forçant alliés et adversaires à revoir leur position. Prenons le Hezbollah. Le chiffre qui circule, c'est une perte de 70% de leur capacité. Ça peut sembler énorme, mais l'expert nous met en garde. Les 30% qui restent, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le noyau dur, les combattants les plus aguerris, les plus fanatiques. En fait, c'est la partie la plus mortelle de leur force. Donc oui, ils sont affaiblis quantitativement, mais qualitativement, le danger est peut-être encore plus concentré. Un autre acteur clé, les Houthis au Yémen. On les a moins entendus récemment et on pourrait croire que c'est un signe de faiblesse. Mais en réalité, pas du tout. Ils n'ont pas reculé. Ils attendent. Ils attendent. Mais pourquoi? Pour une frappe, pas n'importe laquelle. Ils ne cherchent pas à multiplier les petites attaques. Ils visent un seul coup, un coup d'éclat,
qui aurait un retentissement mondial, une cible à très haute valeur symbolique et militaire, qui serait une humiliation terrible pour les Américains et les Israéliens. Une cible comme, par exemple, le porte-avions USS Gerald R. Ford. Et ça nous amène à ce qui est peut-être le plus grand changement géopolitique de la région. Le bouclier américain qui protégeait les pays du Golfe depuis des décennies, ce bouclier vient de se fissurer, gravement. L'analyse est sans pitié. La confiance en l'Amérique, le premier protecteur du Golfe, est morte. C'est une phrase d'une force incroyable. L'idée que les systèmes de défense américains ne sont plus infaillibles a tout simplement pulvérisé un pacte de confiance qui durait depuis des générations. Alors que se passe-t-il quand cette confiance meurt ? Eh bien, les États du Golfe commencent à envisager l'impensable. Un monde où ils ne peuvent plus compter sur l'Amérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils pourraient chercher à négocier directement avec l'Iran. Et surtout, ça ouvre une porte immense à d'autres puissances, comme la Russie et la Chine, qui se verraient bien devenir les nouveaux garants de la sécurité dans la région. Et on en arrive à la dernière onde de choc, la plus globale. Celle qui dépasse le Moyen-Orient pour toucher l'économie et l'équilibre mondial tout entier. Les loups attendent. C'est l'image utilisée. Et ces loups, ce sont la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Pour eux, ce vide laissé par une Amérique affaiblie n'est pas une crise, c'est une opportunité. L'opportunité de s'installer durablement dans une région absolument clé pour l'économie mondiale. Pour comprendre l'enjeu économique, il faut voir ça comme un choc entre deux philosophies. D'un côté, l'économie américaine, qui est une économie externe. Elle a besoin de projeter sa puissance pour sécuriser ses investissements, notamment dans le Golfe. Si ça vacille là-bas, ça tremble à Wall Street. De l'autre côté, l'Iran, une économie interne, résiliente, qui a appris à vivre et à se battre sous sanctions. Eux, ils sont habitués à la lutte à mort. Et voici la réaction en chaîne que l'expert dessine. Un échec militaire américain dans le Golfe. Ça déclenche une crise économique majeure aux États-Unis. Cette crise, elle crée des divisions énormes au sein même du pouvoir américain. Qui va payer la facture ? Et pendant que les États-Unis sont affaiblis, divisés de l'intérieur, eh bien un vide de pouvoir se crée sur la scène mondiale. Un vide que la Russie et la Chine sont plus que prêtes à combler pour devenir les nouveaux arbitres du jeu au Moyen-Orient. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Dans un conflit où il n'y a peut-être pas de vrai vainqueur, qui, au fond, a le plus à perdre ? C'est une réflexion assez provocatrice, car elle suggère que lorsque l'un des adversaires est prêt à aller jusqu'au bout, à tout risquer, tandis que l'autre a bien plus à perdre en termes de stabilité et de statut, eh bien la notion même de gagner change complètement de sens.